Bonsoir à tous, il est 20h ici à Tel Aviv, 19h à Paris. Merci d'être avec nous. Édition spéciale en direct et en français sur i24 News. Merci d'être avec nous donc en direct à la télévision, en direct et sur YouTube également sur nos réseaux sociaux. Merci à tous. J'accueille en plateau nos deux journalistes. Honneur aux dames, Chani et Guidalia. Bonsoir. Merci également d'être avec nous, Jonathan Serrero. On va évidemment continuer à raconter ce qui se passe dans cette guerre, dans cette opération rugissement du Lion avec vous, avec nos journalistes qui nous attendent à la maison pour des questions sécuritaires. On ne peut pas être trop nombreux ici dans les studios d'i24 News et nos journalistes également sur le terrain. Justement, en parlant de journalistes à la maison, Mathias Inbar nous attend. Bonsoir Mathias. 9e opération, 9e jour donc de ces opérations contre l'Iran, contre le Hezbollah aussi, des combats qui ont coûté la vie à 2 soldats israéliens, parmi eux le sergent-chef Maher Khatar, 38 ans, originaire de la ville russe de Majda al-Shams dans le nord d'Israël. Est-ce qu'on en sait plus sur les circonstances de la mort de ces soldats, Mathias ? Oui, il y avait une mission d'une des divisions engagées au combat et l'un des véhicules militaires ne pouvait plus avancer, donc on a fait appel à la division ou à l'unité du génie militaire. C'est donc plusieurs soldats qui se sont approchés avec leur véhicule du génie militaire et ils ont été pris pour cible par une cellule terroriste du Hezbollah de plein fouet par un missile anti-char. Ils ont été transportés vers l'hôpital le plus proche, mais malheureusement, ils n'ont pas survécu à leurs blessures. Et donc, cela mène à 14 blessés plus 2 morts, même 16 blessés, puisque 2 autres soldats ont été blessés lors de l'incident, ce qui fait 16 blessés et 2 morts. On voit bien que les affrontements sont en train de monter d'un cran sur le terrain parce que, bien évidemment, et ça on en a la confirmation officielle, les forces d'élite Radwan ont été envoyées au sud du Litanie pour confronter l'armée israélienne, pour faire en sorte d'éviter que l'armée israélienne n'avance. Et la force Radwan veut absolument tenter le tout pour essayer de s'infiltrer en Israël. Ce qui fait donc dire ce soir au chef d'état-major, il y a une dizaine de minutes de ça, le général Al-Zamir, de dire que le Hezbollah n'est autre que le bras radicalisé, le bras armé de la pieuvre iranienne et que cela prendra autant de temps qu'il le faudra. Mais cette guerre ne pourra se terminer sans un Hezbollah quasiment à terre, sans être capable de reproduire les mêmes gestes. Et il en veut pour preuve le général Al-Zamir. Et je conclurai ce topo sur le Hezbollah avec cette information donc confirmée. Il y a bien donc eu une élimination du corps d'armée des forces Quds, d'élite Quds iranienne en plein cœur de Beyrouth, pas à la Dahia, le bastion du Hezbollah, mais en plein cœur de la capitale libanaise, dans un hôpital de luxe, finalement ne prenant pas en compte le fait qu'il y avait des touristes et des civils libanais, finalement les prenant comme bouclier humain, encore une fois, le lien ombilical entre le Hezbollah et l'Iran. En effet, c'est cette photo qu'on a vue circuler hier dans un hôtel de luxe à Beyrouth où il y a vraiment juste la chambre d'hôtel qui a été visée donc par cette frappe chirurgicale, comme vous diriez. Merci beaucoup, Mathias Inbar, notre expert défense. On va vous retrouver évidemment dans le courant de cette édition. Dans le centre du pays, l'Iran a visé à plusieurs reprises Tel Aviv et sa région. Alors retrouver justement à Tel Aviv notre envoyée spéciale, Déborah Benayoun. Bonsoir Déborah. Racontez-nous ce qui s'est passé autour de vous aujourd'hui. Les dégâts liés à ces débris qui sont retombés ont déjà été enlevés. C'était il y a quelques minutes à peine. Vous y avez assisté. Bonsoir Christopher. Effectivement, ça va toujours très vite en ce qui concerne les dégâts et les décombres qu'il faut dégager. Il y a encore quelques instants, alors vous entendez peut-être le vrombissement de certains engins derrière moi parce qu'il y a encore des tracteurs, mais ces tracteurs, ils ont très rapidement retiré énormément de sacs de décombres qu'on a vus il y a encore quelques instants à peine parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts à la suite de ces alertes qui ont retenti à Tel Aviv et autour dans de nombreuses localités aujourd'hui dans le centre du pays. Il faut savoir qu'il y a eu des dégâts et il y a eu malheureusement aussi des blessés. Un blessé grave, deux autres dans un état moyen et d'autres dans un état léger. En tout, le Magen David Adom parle de 6 blessés dans ces différentes alertes, surtout celles aux alentours de 3 heures cet après-midi. Il y a eu d'autres alertes depuis. On a dû nous-mêmes nous rendre dans les abris tout autour de nous. Et donc, effectivement, il y a eu quand même de très nombreux dégâts. Vous avez probablement vu ces images pas très loin d'ici. On a fait le tour de plusieurs endroits qui ont été touchés. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il s'agit d'un missile à plusieurs munitions, ce qu'on appelle des missiles à frappe
fragmentation et donc ces missiles font énormément de dégâts sur des localités tout autour. Parfois même dans une seule ville, il y a eu plusieurs localités, plusieurs lieux d'impact et il a fallu donc dégager ces différents décombres, notamment un peu plus loin, il y a eu un énorme cratère qui a été formé et donc on l'a vu également des blessés. Et vous voyez peut-être derrière moi encore des personnes qui s'affairent pour dégager les différents décombres. Ça, c'était à Tel Aviv et autour aujourd'hui. Donc une situation toujours compliquée, mais heureusement, on l'a vu, on a discuté avec des gens qu'on a croisés dans les différents abris où on s'est rendu et ils suivent les consignes, ils sont sérieux et ils gardent quand même le moral malgré une situation évidemment qui commence à être longue maintenant puisque ça fait déjà plus d'une semaine et qu'il y a différentes alertes qui retentissent à plusieurs reprises dans la journée, même 3-4 missiles, mais ça oblige évidemment tout le monde à se rendre dans les abris très, très souvent et le plus rapidement possible évidemment. Merci Déborah Benayoun, vous êtes passée à 2 doigts de l'accident de travail. Attention à vous, évidemment, hein, même en dehors des alertes. Déborah Benayoun donc avec nous depuis Tel Aviv et les images de Haggai Dekel. Et nous sommes maintenant en ligne avec Eyal Okashi. Bonsoir, vous êtes secouriste au Magen David Adom. Merci d'être avec nous. Vos équipes sont évidemment en première ligne ces derniers jours. Quelle est la situation aujourd'hui pour le Magen David Adom sur le terrain ? Quand on donne une alerte, on arrive sur place très rapidement. Nous avons fait une première sélection des blessés. Nous avons identifié un blessé qui a été blessé par des éclats, mais il était encore conscient. Et nous avons dit qu'il était moyennement blessé. On a fait une estimation rapide de son état. Nous l'avons d'abord soigné sur le terrain pour arrêter l'hémorragie et nous l'avons ensuite évacué rapidement vers l'hôpital alors qu'il était encore conscient et stable. Et nous avons eu plusieurs cas aujourd'hui. Il y a eu un blessé grave par des éclats de verre, mais pas là où nous étions. Il faut dire au public aujourd'hui que respecter les directives, c'est ce qui sauve des vies, ne pas sortir des abris sans qu'on en ait reçu l'autorisation et rentrer dans les espaces sécurisés pour éviter les blessures. Et Magen David Adom demande à tous ceux qui peuvent venir donner du sang. Il nous manque maintenant du sang. Est-ce qu'il y a des zones trop dangereuses pour que vos équipes interviennent ? Non, on arrive partout là où c'est nécessaire. Nous nous protégeons, nous faisons attention, nous sommes protégés par du matériel et nous allons partout. Alors, on imagine que vos équipes sont évidemment épuisées, stressées. Comment gérez-vous le mental en ces moments ? On essaie de se reposer quand c'est possible, mais nous sommes là dans un objectif clair. Et même si on ne dort pas beaucoup et que c'est un peu dur, nous surmontons les problèmes. On fait le nécessaire. Alors, quel message pour terminer peut-être adressez-vous à ceux, notamment qui nous regardent depuis le territoire israélien ? Comme je l'ai dit auparavant, il est important que tout le monde comprenne qu'il faut respecter les directives et de se protéger dans l'abri là où c'est possible, là où vous vous trouvez et attendre les ordres, ne pas sortir après l'alerte, ne pas chercher à voir les débris et ces directives sauvent des vies. Nous le voyons encore et encore. Et vraiment, faites attention à vous, où vous soyez. En effet, les consignes sauvent des vies. Merci beaucoup, Eyal Okashi, secouriste au Magen David Adom. Bon courage et bravo à vos équipes. On va retourner voir Mathias Inba, notre expert défense. Mathias, toujours avec nous, merci. On va s'intéresser peut-être d'abord à cette information publiée aujourd'hui en Israël concernant une frappe des Émiratis, une frappe a priori sur une usine de dessalement. Ça a été nié par un officiel émirati aujourd'hui. Est-ce qu'on en sait plus sur ces frappes des pays du Golfe ou non ? Il y a une cacophonie, très sincèrement. Je ne sais pas quel est le journaliste qui a été briefé par un officiel selon leurs propres mots, un officiel sécuritaire israélien. Force est de constater que visiblement, soit il y a eu un message qui n'a pas été compris, soit le message qui a été délivré n'était pas le bon. Toujours est-il que effectivement, il n'y a pas eu d'opération émirati contre des intérêts iraniens. D'abord parce que les Émiratis ne le veulent pas, c'est qu'ils parlent très très haut, montrent les muscles, mais au niveau des verbes, les Émiratis et les Saoudiens jusqu'à présent, ils n'ont pas agi
Et le Qatar a été visé, le Koweït a été visé, le Bahreïn a été visé, les Émiratis également, les Saoudiens également. Mais pour l'instant, on ne parle que de communiquer contre l'Iran. Malgré les excuses de l'Iran, des frappes ont continué en direction de ces pays-là. Mais force est de constater que ces pays, pour l'instant, ne rejoignent pas les frappes israélo-américaines, qui restent bien seuls, pour l'instant, contre un ennemi qui les vise. Alors oui, effectivement, on peut parler de cacophonie. On peut dire aussi que cet événement sera oublié d'ici ce soir et on n'en parlera plus demain. Alors un mot également du côté des frappes confirmées cette fois-ci par Israël sur des dépôts pétroliers en Iran depuis hier soir. Est-ce qu'on sait quelle est la stratégie derrière cela? C'est anéantir les finances peut-être du régime islamique, mais ça peut prendre du temps. Oui, parce que d'abord le pétrole est sous sanction. Vous savez que le pétrole iranien est sous sanction depuis des années, et malgré tout, les Iraniens arrivent à vendre ce pétrole sous des bannières de pays étrangers, et donc financent les activités terroristes des gardiens de la révolution, et en parallèle finance les caisses aussi de l'appareil militaire, cette fois de l'armée régulière iranienne. Et donc pour Israël et pour les États-Unis, le but était effectivement de faire mal à l'économie propre, à l'économie, ce qu'on appelle l'économie terroriste des gardiens de la révolution. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'en parallèle de ces frappes contre les raffineries, immédiatement, il y a eu des frappes également contre des avions de ligne dans différents aéroports, 16 en tout, qui ont visé ces avions, servent les gardiens de la révolution pour transporter du matériel explosif, de l'argent et toutes sortes de produits pour arriver à Beyrouth, pour arriver dans d'autres endroits sans être forcément fouillés. Donc le but véritablement d'Israël et des États-Unis, c'est de faire mal aux symboles de l'État et aux caisses de l'État, et ce n'est pas, et d'ailleurs, stratégie qui a fonctionné, parce que immédiatement les gardiens de la révolution ont menacé ce soir en disant que eux aussi, ils allaient, soi-disant à partir de ce soir, viser des cibles civiles en Israël et dans les pays de la région. Alors peut-être que vous pourrez dire aux Iraniens, Christopher, que une tour de luxe à Dubaï, au Bahreïn, au Qatar, et également des bâtiments à Tel Aviv, ça s'appelle aussi déjà des lieux civils. En effet, on leur transmettra le message, Mathias. Merci. Évidemment, vous restez avec nous et vous intervenez dès que vous avez la moindre information. Mathias, on va analyser et commenter évidemment ce qui se passe en Iran, et je vais peut-être me tourner d'abord vers vous, Shani Guidalia. On va revenir sur peut-être ces dissensions, ce semblant de fracture, en tout cas en apparence, à la tête du régime islamique. On a vu certains affirmer, s'excuser ou regretter des frappes, d'autres dire que ce n'était pas le cas. Bref, est-ce que le régime islamique est en train de s'effondrer par le haut ? Alors, déjà, c'est vrai, puisqu'il y a certaines divisions qui apparaissent au sein de la direction iranienne. Il y avait le président Massoud Pezeshkian qui a présenté ses excuses pour les frappes qui ont été menées contre les pays du Golfe. Il a évoqué la possibilité de suspendre ces attaques contre les pays voisins à condition que ces pays n'interviennent pas aussi contre l'Iran. Mais les gardiens de la révolution, de leur côté, ils affirment qu'ils continueront à répondre et à riposter aux frappes israéliennes et américaines. Donc on voit une certaine fracture au sein du pouvoir iranien qui se répercute évidemment sur les échelons inférieurs, c'est-à-dire qu'il y a un fossé important qui se crée entre les hautes instances et les unités qui sont sur le terrain. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une absence de synchronisation dans la prise de décision, des instructions qui sont forcément confuses, transmises aux forces du régime iranien, et de ce fait, il y a les centres de commandement et de contrôle en Iran qui fonctionnent sans coordination, ce qui entrave un petit peu la capacité du régime à mener des opérations organisées. Autre signe de cette pression sur le régime iranien, c'est la difficulté de choisir un nouveau guide suprême. Apparemment, le processus de nomination du nouveau guide suprême iranien pourrait être finalisé dès ce soir ou demain. C'est très peu probable, en revanche, que le successeur de Ali Khamenei aura le pouvoir nécessaire aussi pour apaiser les conflits au sein de la direction iranienne. On sait que son fils, Mojtaba Khamenei, est considéré comme le principal candidat pour succéder à son père, mais il y a évidemment d'autres candidats qui sont pressentis comme pour pouvoir remplacer Ali Khamenei, et parmi eux, le petit-fils
de Khomeini qui avait mené la révolution islamique. Et puis enfin, pour répondre à votre question, est-ce que les gardiens de la révolution sont au bord de l'effondrement? On sait qu'il y a de hauts responsables israéliens qui se montrent optimistes quant à la possibilité de faire s'effondrer le régime iranien, grâce notamment à la pression constante qui est exercée. Selon les responsables sécuritaires, le régime est traqué quotidiennement et souffre d'une confusion de lutte de lutte de pouvoir inédite à Téhéran depuis décennies, et le régime est plus ou moins rongé de l'intérieur. Merci Chani. Jonathan, je vais me tourner vers vous dans quelques instants pour savoir quel est l'avenir, les horizons politiques, les attentes qu'on peut avoir. Mais on va donner la parole à un Iranien d'abord. Nous sommes en ligne avec Massoud Salari. Bonsoir, vous êtes journaliste, vous êtes iranien, vous vivez à Paris. Merci d'être en direct avec nous. Comment vous vivez, vous, cette situation depuis un peu plus d'une semaine désormais depuis Paris? Bonsoir, merci. Je tiens à déjà présenter une petite pensée cette journée mondiale des droits de la femme, parce que je présente ma pensée pour les femmes iraniennes qui sont au cœur du combat avec les hommes et qui ont commencé, enfin ça fait des années qu'ils ont commencé leur combat. Pour répondre à votre question, la situation en Iran, c'est un pays qui est en guerre, bien sûr, mais une guerre qui a été menée dès le début contre les positions et les intérêts du régime et les centres de répression des manifestations. Ce qui est une grande évolution, mais à mon avis, le peuple à l'intérieur du pays, ils attendent toujours une volonté plus sérieuse depuis l'extérieur, parce que c'est bien de frapper, de diminuer la force, la puissance de répression du régime, mais il faudrait aussi qu'il y ait quelque chose derrière. Et cette chose, à mon sens, c'est de reconnaître l'opposition iranienne, c'est de reconnaître l'unique opposition légitime et populaire iranienne qui est Reza Pahlavi, parce que de même que l'Occident a reconnu l'opposition, par exemple l'opposition syrienne, avec qui il négociait systématiquement pendant longtemps, pendant des années, alors que la Syrie était un pays en guerre civile et déchiré en ce moment. Mais là, en Iran, le peuple iranien est, malgré tout ce qu'on raconte, est le plus uni de son histoire, parce que c'est un peuple qui est descendu dans la rue par millions. Les 8 et le 9, il ne faut pas oublier, il faut toujours se souvenir de cette date importante. Et c'était suite à l'appel de Reza Pahlavi, le représentant de l'opposition iranienne. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut que le monde reconnaisse cette opposition. Tant qu'il n'y a pas d'opposition, tant qu'on ne reconnaît pas cette alternative, il n'y a vraiment pas une volonté, parce que derrière la destruction des bases militaires et des centres de concentration, des centres de rassemblement des agents du régime, derrière, il faudrait qu'il y ait un encouragement pour le peuple, pour qu'il puisse descendre, comme ils disent, comme les Occidentaux disent, qu'ils prennent leur sort, leur avenir en main. Qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait une volonté, à mon avis. Alors, merci pour déjà cette première analyse. Qu'est-ce qui empêche, selon vous, ou pourquoi Washington, par exemple, puisque c'est surtout Washington qui a évoqué Reza Pahlavi, Donald Trump a parlé de Reza Pahlavi, le fils de l'ancien Shah d'Iran, comme d'un bon gars, selon ses mots, mais sans plus. Pourquoi il n'adoube pas, si vous me permettez l'expression, Reza Pahlavi? Écoutez, en tout cas, c'est une question que je me pose aussi et qu'il faut poser aux États-Unis, à la personne de Donald Trump et bien sûr au président. Mais en tout cas, c'est ce qui manque à mon sens. C'est ce que, en fait, finalement, l'Occident, le monde va parvenir à ce résultat, parce que c'est un régime, et ce n'est pas maintenant, c'est un régime qui sème la discorde, qui sème le chaos dans la région et dans le monde depuis des années. Ce n'est pas que maintenant qu'il est en train de frapper les pays de la région, les pays du Golfe Persique. Ça fait des années qu'ils sont en train de menacer, qu'ils lancent le slogan mort aux États-Unis, qu'ils lancent des slogans comme mort à Israël, qu'ils ont installé un compte à rebours en plein Téhéran, en pleine capitale.
pour l'anéantissement d'Israël et pour le rayer de la carte. Ça fait des années qu'ils sont là, qui font ça. Il faudrait vraiment une volonté concrète derrière. C'est, à mon sens, ce qui manque actuellement, c'est de reconnaître cette opposition et son représentant. Alors on voit certains sur les plateaux, notamment en France, certains experts ou certains anciens diplomates affirmer face à des Iraniennes qui ont vécu en Iran, qui ont dû s'exiler et qui ont à peu près le même message que vous. Ces experts, ces anciens ambassadeurs disent qu'ils ou qu'elles se trompent, surtout que finalement cette guerre n'est qu'une question de pétrole. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui ne font quasiment que critiquer cette opération en cours? Alors, elle est critiquable peut-être par certains, mais qu'est-ce que vous leur répondez à ceux qui ne comprennent pas vraiment ce message des Iraniens, ce message que vous partagez encore ce soir avec nous? Vous dites bien, ils ne comprennent pas du tout. C'est vrai, ça c'est vrai parce qu'ils parlent d'une façon comme si le pétrole, l'argent du pétrole est maintenant dans la main des Iraniens, du peuple. Alors que c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas parce que ça fait des années que le peuple iranien est démuni de l'argent de son propre pétrole. Et dire qu'aujourd'hui, les Américains ou les Israéliens, ils cherchent le pétrole iranien, c'est qu'ils ne comprennent pas ce qui s'est passé pendant ces années en Iran. Pendant près d'une demi-siècle en Iran, ils ont tout dépensé pour financer leur groupe de proxy en Irak, en Syrie ou au Yémen. Et là, maintenant, ils parlent de l'argent du pétrole que les Américains veulent mettre la main dessus. C'est pas vrai. C'est quelque chose, c'est l'argent des Iraniens qui est déjà dépensé par des groupes de mafia, par le groupe, par le gouvernement, par l'État, et qui est dépensé dans la région pour, comme je vous disais tout à l'heure, pour semer le chaos et pour arriver à leurs objectifs qui ne sont pas dans l'intérêt du peuple. Alors, dire que le pétrole iranien, oui, mais c'est comme si les Iraniens ont actuellement accès avec cette économie malade et cette économie boitante que supportent les Iraniens. On ne peut pas parler de ce problème. En fait, c'est tout le problème. C'est que les Iraniens attendent, en fait, ils cherchent à renverser le régime. Le problème, le régime est tout le problème. Le régime fait tout le problème et tant que le régime est là, on ne peut pas parvenir vraiment aux objectifs de la population iranienne. Alors peut-être une dernière question, est-ce que vous avez réussi à avoir des contacts avec des proches restés en Iran ces derniers jours? On sait que les connexions Internet sont coupées. Oui, avec beaucoup de peine, difficile, comme tous les autres Iraniens. Mais on parvient quand même à recevoir des informations. Ils sont entre la stupeur et la peur et la joie, parce que c'est vraiment quelque chose, en fait, ça les encourage aussi en même temps. Il y a une autre chose que je voulais vous dire. En fait, il faut reconnaître l'opposition. J'insiste toujours sur ce point. Il faut que les gens aient un encouragement de la part de l'étranger, de la part de l'Occident surtout. Et dire que les Américains cherchent leur intérêt, bien sûr, chaque pays cherche ses intérêts. Mais à un moment donné, leurs intérêts s'accordent avec les intérêts du peuple iranien. Il faut profiter de cette occasion. Merci beaucoup, Massoud Salari, d'avoir partagé votre analyse. Vous êtes journaliste, je rappelle, vous êtes iranien donc, et vous vivez à Paris. Merci d'avoir été en direct avec nous. Jonathan Serrault, je vais me tourner vers vous pour peut-être appuyer un point. C'est la figure de Reza Pahlavi. C'est vraiment une figure qui semble faire consensus en Iran, en tout cas dans les manifestations d'Iraniens. Faire consensus partout, sauf dans les partis de gauche en France. Les partis de gauche, mais même du côté de Donald Trump, comme vous l'avez dit, Christopher, Donald Trump a qualifié Reza Pahlavi de bon gars, d'option pour l'avenir de l'Iran. Mais pour le moment, Donald Trump n'envisage pas Reza Pahlavi comme le futur dirigeant de la République islamique. On a évoqué l'option kurde, et il y a eu des déclarations encore cet après-midi du président des États-Unis qui a indiqué que toutes les personnalités qui seraient nommées après Ali Khamenei seront soit éliminées, soit écartées, que c'est lui qui décidera du nouveau dirigeant
de la République islamique. Donc c'est à Donald Trump de choisir et de décider de l'avenir de la République islamique. Et si un jour Donald Trump veut venir nous dire pourquoi il ne choisit pas Reza Pahlavi ou pourquoi il n'appuie pas un peu plus sur cette figure de l'opposition, et bien évidemment, il est le bienvenu pour en parler. Alors on va marquer une courte pause dans cette édition spéciale. Nous irons rejoindre à Washington notre correspondant Antoine Hollard. On évoquera également le front diplomatique de cette guerre israélo-américaine. Et puis vous l'avez vu, le pupitre est installé pour Efi Defrin. C'est le porte-parole de Tsahal. Voilà ce pupitre. Efi Defrin qui, encore une fois de ce soir, devrait s'exprimer. Une allocution prévue aux alentours de 20h40 que nous suivrons évidemment en direct et en français sur i24 News grâce à l'interprétation de Gisèle Abazon, donc le porte-parole de Tsahal qui devrait s'exprimer d'ici un petit quart d'heure a priori s'il est à l'heure. Restez avec nous. On revient dans moins de 4 minutes pour la suite de cette édition spéciale en direct et en français sur i24 News, à la télé, sur nos réseaux sociaux X et YouTube. Vous êtes d'ailleurs très nombreux encore une fois ce soir à nous suivre. Merci de votre fidélité. i24 News en français. À tout de suite.